Près de 2 mois après le meurtre de l'Américain George Floyd par un policier, Derek Chauvin, nous allons nous pencher sur la situation aux États-Unis mais aussi en France. Et d'ailleurs, peut-on comparer la situation aux États-Unis et côté français? Avec nous pour en parler, Geoffroy Delagannerie, bienvenue à vous. Vous êtes philosophe, vous êtes sociologue, vous êtes membre aussi. Et on va en parler du comité Vérité et Justice pour Adama Traoré. Vous êtes notamment l'auteur du livre Le combat Adama avec Assa Traoré. C'est aux éditions Stock. Alors on tente la liaison aux États-Unis. On verra tout à l'heure avec Cornel West, qui est un des porte-voix, on le sait, de la communauté afro-américaine. On va d'abord commencer avec vous. C'est vrai que cette question est beaucoup revenue, côté français notamment d'ailleurs, et pas seulement peut-être, mais comme il y a une vague d'émotions dans le monde, on s'est dit, est-ce qu'on peut vraiment comparer ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en France sur les questions de racisme, de violence de certains policiers? Pourquoi, selon vous, le parallèle, l'effet miroir est-il possible? Oui, à mon avis, l'effet miroir, il est plus que fort. C'est la même situation. La mort de George Floyd et la mort d'Adama Traoré, c'est la même chose. C'est quelqu'un de noir qui est étouffé par un policier blanc. Ce noir dit « j'étouffe » et ce garçon est mort dans des circonstances tout à fait inacceptables. Et ce qui s'est passé pour Adama Traoré est identique à ce qui s'est passé pour George Floyd. Moi, je pense que l'une des principaux pièges qui se posent lorsqu'on réfléchit sur les violences policières ou le racisme en France, c'est toujours la référence américaine. C'est pas comme aux États-Unis, c'est pas aussi grave qu'aux États-Unis. Or, en fait, il faut pas oublier que la question de les violences policières et des violences contre les Noirs et les Arabes en France est une tradition longue qui est instituée. Il y a Malikou Sekine, il y a Ziad Ebouna, il y a les manifestations d'octobre 61. Enfin, c'est une tradition qui est instituée. Il y a octobre 67 en Guadeloupe qui est instituée dans la manière dont la police gère les corps noirs et arabes en France. Oui. Et donc, il ne faut pas toujours étudier ces analyses en prenant en compte les États-Unis comme un cas exotique, un cas trop fort, qui ne nous permettrait pas de comprendre la réalité de racisme en France systémique. Moi, je prends toujours un exemple qui est très important. En France, aujourd'hui, en prison, 65% des gens sont noirs et arabes. C'est plus qu'aux États-Unis. Et si jamais, à l'inverse, vous regardez dans le système politique, dans le système économique, dans le système médiatique, dans le système universitaire, en France, des grandes figures noires, vous n'en avez pas, ou alors très très peu, alors qu'aux États-Unis, vous en avez. On va revenir sur la question notamment Et donc, en fait, dans ce que je veux dire, c'est que si vous réfléchissez en termes de système d'élimination des garçons ou des gens noirs et arabes dans le système culturel ou social français, on peut très bien penser que c'est presque pire en France qu'aux États-Unis, parce qu'en termes d'incarcération et en termes de promotion sociale, en fait, il y a beaucoup plus de violence en France qu'aux États-Unis. Mais vous les appelez noirs et arabes, mais ils sont français côté français et américains côté américain. Vous utilisez sciemment ces termes? Oui, bien sûr, à partir du moment où il y a des mécanismes d'oppression qui sont spécifiquement liés à une appartenance raciale, il est important d'utiliser ces termes et les nommer comme tels. Le défenseur des droits l'a dit, il y a 5 à 6 fois plus de chances d'être contrôlé, par exemple, à la gare du Nord quand on est un jeune garçon noir et arabe que quand on est blanc. On a 80% de chances d'être contrôlé par la police quand on est noir et arabe, alors qu'on n'a que 1% de chances quand on est blanc. Donc il y a tout un ensemble de mécanismes de ciblage par la police des garçons, notamment noirs et arabes, pour les mettre dans des situations d'insécurité par rapport à leur appartenance même sur le territoire. Et ça, c'est quelque chose de très important à prendre en compte, notamment sur la construction des subjectivités, où il y a en France aujourd'hui 2 types de catégories. Enfin, ceux qui, comme moi, les blancs, la bourgeoisie, qui n'a pas peur de la police quand elle sort de la rue, qui se sent en sécurité, qui se sent même plutôt protégés par la police, et ceux pour qui, au contraire, sortir dans la rue est un acte presque de défiance et de peur par rapport à la possibilité de mourir, comme Adama Traoré, comme Ziad Ebouna, comme Lamine Dieng, etc. Vous disiez George Floyd et Adama Traoré, c'est pareil. Le meurtre d'Adama Traoré, qui a été qualifié comme tel par la justice américaine et par le parquet américain, les images ont fait le tour du monde. On a vu Adama Traoré, il y a une enquête en cours, elle n'est pas terminée. Oui. Quels sont les éléments qui vous permettent d'étayer le fait qu'on peut comparer les deux au fond? Adama Traoré était, semble-t-il, recherché. Il a échappé à un contrôle. Alors pas du tout. En fait, l'histoire d'Adama Traoré, c'est le fait que son frère était recherché, que Adama Traoré voit la police alors qu'il n'a pas sa carte d'identité sur lui. Et donc, comme très souvent, les jeunes garçons noirs arabes savent que s'ils n'ont pas leur carte d'identité sur eux, ils ont le risque d'être interpellés. Et donc, ils ont un risque d'aller en garde à vue alors que c'était le jour de son anniversaire. Et donc, il a couru et il a fui. Et le fait d'avoir fui a fait que la police s'est mise à le rechercher et à courir derrière lui. Oui. Et donc, l'a attrapé et lui a adressé un plaquage ventral, ce qui est exactement arrivé aussi à George Floyd. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme l'a dit Assa Traoré, les images de George Floyd, elles ont imagé la mort de son frère. Elles ont imagé ce qui est arrivé à Adama Traoré. Et aujourd'hui, Adama Traoré, on sait qu'il est mort étouffé par le poids de 3 gendarmes. Et l'enquête le dira. En tous les cas, des juges ont décidé il y a quelques jours de refaire une expertise sur la mort d'Adama Traoré. Alors, on s'est penché sur cette question précisément. Luna Guepadoan, peut-on comparer justement les affaires survenues en France et celles qu'on vient d'évoquer, celle d'Adama Traoré et la mort de George Floyd? Voici quelques éléments de réponse. On se retrouve juste après. Adama Traoré, George Floyd, un Français, un Américain, 2 hommes noirs tués tous les 2 après un contrôle policier. 2 affaires qui se ressemblent en apparence, qui relancent le débat autour des violences policières et plus généralement du racisme dans les institutions.
Mais en France et aux États-Unis, les problématiques sont-elles exactement les mêmes? Aux États-Unis, c'est radicalement différent. En fait, les sociétés ne sont pas comparables de ce point de vue-là. D'une part parce que la police, par essence, aux États-Unis est une police locale qui est sous l'autorité des maires, alors qu'en France, la police est un service d'État. Et d'autre part, aux États-Unis, il est admis que les communautés existent, qu'elles soient représentées par des leaders communautaires. Et donc, les gens, lorsqu'elles sont victimes de racisme ou de violences policières, sont défendus par des communautés, ce qui, en France, n'est pas admis comme tel, même si ça commence à y ressembler, je vous le concède. En France, effectivement, certains veulent aborder le débat, poser les questions du racisme systémique, du privilège blanc ou de l'universalisme de surplomb. Depuis les années 1990, ce lexique existe dans l'Hexagone, mais il fait débat. Les collectifs antiracistes l'utilisent souvent pour dénoncer le poids de l'héritage colonial dans les institutions françaises. Il n'y a pas en République de violence illégitime portée par nos forces de sécurité intérieure. Il y a chaque jour des femmes, des hommes qui se mobilisent et qui font en sorte de protéger la République. Et ils sont légitimes à utiliser la force. Ne faites pas cet amalgame. Cette question, la France ne semble pas vouloir y répondre pour le moment. Emmanuel Macron en tête. Selon lui, le monde universitaire a encouragé l'ethnicisation de la question sociale, la comparant à un bon filon. Il y a un racisme systémique qui prospère au sein de l'institution policière, dans le sens où, dès lors que des individus membres des forces de l'ordre et dépositaires de l'autorité publique se rendent coupables de propos incitant à la haine raciale ou d'agissements à caractère discriminatoire, le système de régulation de la police qui est aujourd'hui l'IGPN ne prend pas suffisamment en compte ces faits et ne les réprime pas comme ça devrait être le cas. Selon une étude américaine publiée en 2019, les hommes noirs ont 2,5 fois plus de chances que les blancs d'être tués par la police aux États-Unis. Une réalité que pointait déjà du doigt le défenseur des droits français Jacques Toubon en 2017, affirmant qu'en France, les hommes perçus comme noirs ou arabes étaient 5 fois plus concernés par des contrôles fréquents. Alors Geoffroy de la Gannerie, philosophe, sociologue, on a déjà abordé ces questions, on a essayé de comparer ces deux pays. Revenons quand même sur un point qu'on a un peu oublié, c'est que contrairement à la France qui n'a pas eu de président de la République issu d'une minorité des anciennes colonies, les États-Unis ont eu un président afro-américain. L'histoire est certes différente. Lui-même, Barack Obama, étant né d'une mère blanche et d'un père kényan. Oui. Ça n'a pas changé avec Barack Obama aux États-Unis? Alors moi, je ne suis pas vraiment un expert de la situation américaine, mais je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a eu beaucoup de changements. D'ailleurs, beaucoup de gens ont souligné que Barack Obama ne s'était pas comporté de manière particulièrement progressiste sur la question de l'incarcération massive, sur la question de la déportation et de l'immigration, sur la question, enfin sur plein d'autres questions. Ouais, donc c'est pas une question au fond d'ethnie, il ne faut pas ethniciser le débat. Alors c'est une question éminemment économique et sociale et politique. C'est une question politique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est effectivement une très bonne question. C'est la question qu'est-ce que c'est qu'affronter un système politique? Et dans un système politique, quel qu'il soit, il n'y a pas forcément d'homologie entre les individus qui sont concernés par un système d'oppression et les individus qui se battent pour lutter contre ce système d'oppression. Par exemple, dans le combat féministe, il y avait beaucoup de femmes qui étaient contre l'avortement. Et le mouvement pour l'avortement a été mené par des femmes et par des hommes, contre des hommes et contre des femmes. Dans le mouvement gay, vous aviez des gays qui ont pris position contre le mariage gay ou contre le mariage homosexuel, et vous aviez des hétérosexuels et des gays qui s'alliaient pour lutter pour la reconnaissance du droit au mariage pour les personnes du même sexe. De la même manière, et il a été montré par exemple que dans l'incarcération massive des Noirs aux États-Unis, vous avez beaucoup de pasteurs noirs conservateurs qui sont extrêmement répressifs, qui sont extrêmement violents, qui soutiennent les politiques pénales les plus répressives. Et donc, il faut bien comprendre qu'effectivement, la question politique n'est pas tribale. C'est pas les Noirs contre les Blancs, c'est pas les Noirs qui vont faire forcément des choses bien pour les Noirs et les Blancs qui vont forcément des choses mauvaises pour les Noirs. Oui, mais justement, pour celles et ceux qui nous écoutent, quand on vous entendait tout à l'heure sur le pourcentage d'incarcération de ceux que vous appelez les Noirs et les Arabes, et à un moment, on se dit, il y a quand même ce fameux mot qui peut revenir, c'est l'angélisme, parce qu'il y a aussi dans les quartiers populaires ceux que vous qualifiez de noirs et d'arabes, qui sont victimes de ces mêmes-là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, peut-être pas un angélisme, mais côté un peu tendance à essentialiser au fond, même si j'ai bien compris qu'on parle des rapports entre police et notamment ces jeunes-là? L'une des questions importantes qui se pose, c'est comment est-ce que l'appareil pénal ou l'appareil policier cible un certain nombre de populations pour les faire basculer dans l'état pénal. Et vous avez eu beaucoup de travaux qui ont été faits par les sociologues, notamment sur la question de la drogue ou sur la question du contrôle d'identité, où en fait la police, avec des gens qui vont avoir des comportements identiques, s'ils sont blancs ou noirs, vont les traiter différemment. Et c'est par exemple sur la question de la drogue, on sait que les consommations de drogue sont assez identiques dans les communautés noires et dans les communautés blanches aux États-Unis, par exemple. Le taux d'incarcération des Noirs est de
fin à 50 fois plus que le taux d'incarcération des Blancs, parce que quand un policier voit un petit Blanc qui est en train de fumer un joint, il lui dit bon allez tu rentres chez toi, tu donnes ton joint et tu dégages. Et si c'est un Noir, il va l'arrêter, il va l'amener dans le système répressif, il va l'amener dans le système pénal, il va le déscolariser. Et en fait vous avez comme ça des politiques de ciblage très spécifiques qui est opérée de manière en fait arbitraire par la police puis les procureurs pour incarcérer des gens alors qu'ils n'incarcèrent pas d'autres pour des délits identiques. Et donc ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas une question d'angélisme, c'est une question de comprendre comment le système et l'appareil répressif contemporain est construit d'une certaine manière pour éliminer socialement et physiquement un certain nombre de groupes. Mais qui est tenant de ce public. système ? Un système politique, c'est toujours un système et c'est toujours en même temps des gens. Les gens, c'est les ministres, les gens, c'est les procureurs, les gens, c'est les juges, les gens, c'est les policiers. C'est la République française alors, aujourd'hui en 2020 ? Absolument, ça, moi je ne crois pas du tout quand on dit qu'il faut défendre la police républicaine et après il y a des écarts. La police républicaine, c'est ça. Elle est instituée depuis Enfin, moi je pense que ce qu'on dit par exemple avec Assa Traoré dans notre livre Le combat à Dama, si on veut dire les choses comme ça, c'est qu'il existe un système d'élimination des Noirs et des Arabes de l'espace public qui prend plusieurs formes, soit l'élimination scolaire, soit l'élimination physique par la mort, soit l'élimination sociale par le fait de les mettre en prison. Et qu'il y a un système qui est construit comme ça. L'élimination par la mort, c'est violent ce que vous dites. Oui, ce qui arrive à Adama Traoré, le fait qu'on sait qu'il y a entre 12 et 15 jeunes garçons noirs et arabes qui meurent aujourd'hui dans des interactions avec la police par an, soit par des techniques d'interpellation réelles, soit par des fuites qui les mettent en danger et qui fait qu'ils meurent. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que ce sont toujours pratiquement des jeunes garçons noirs et arabes. Si c'était des accidents, ce serait parfois des vieux, parfois des jeunes, parfois des blancs, parfois des noirs, parfois des femmes, parfois des hommes. Or, c'est toujours des jeunes garçons noirs et arabes. Cédric Chauvat, il n'est pas noir, il n'est pas arabe. Non, alors bien sûr, il y a des exceptions, mais c'est d'autres situations qui se passent, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que massivement, statistiquement, vous avez quand même une population qui est le cible principale de l'activité policière la plus violente et la plus puissante. Et à partir du moment où c'est régulier, c'est ancré, c'est structurel, ça montre que c'est un fait social et politique qui révèle des choses sur la perception du corps noir, la perception du corps arabe, sur le racisme et sur le ciblage. Mais vous, que répondez-vous, par exemple, à la mort de ce chauffeur de bus à Bayonne ? Vous suivez les réseaux sociaux, bien entendu, j'imagine, et qui disent, bon ben là, on voit pas la même émotion, on voit pas celles et ceux qui manifestent pour Adama Traoré manifester pour ce père de famille, chauffeur de bus, qui est tué, certes, pas par des policiers pour le coup, mais par des jeunes. Je vous pose cette question parce qu'est-ce qu'il n'y a pas un risque, alors vous êtes philosophe, sociologue, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi d'ethnicisation des sociétés, voire de pencher vers une guerre civile? On voit qu'aux États-Unis, il y a des Afro-Américains qui s'arment de plus en plus, d'ailleurs vers une autre NRA en fait. Sur la question de Bayonne, pour ces faits divers, mais moi je le dis, je trouve un peu indécente, même je vous aime beaucoup, mais cette question, parce que c'est comme si on disait oui, alors voilà, il y a des Arabes qui font des choses, on sait même pas, mais bon, qui font des choses mal, alors la police aurait le droit de les tuer de l'autre côté, genre c'est un truc comme ça me semble complètement... Non, mais sur la mobilisation, on sent quand même que chacun défend un peu sa communauté, on le sent, et ça vous inquiète pas en tant que philosophe? Comment vous l'expliquez d'ailleurs au fond? Ce qui m'inquiète, c'est humain, c'est logique, c'est... En fait, l'une des questions qui est vraie, et je pense qu'il faut poser, c'est la question des violences et de la brutalité qui peut régner dans les quartiers populaires. Cette brutalité et cette violence, elle peut prendre plein de formes. Elle est beaucoup liée à la violence entre les bandes. Comment est-ce qu'on gère, par exemple, les violences entre les bandes sur la drogue, sur la masculinité, sur des agressions complètement folles qui peuvent se passer. Mais beaucoup de gens, par exemple, du comité Adama, sont engagés dans le fait de gérer des problèmes de violence interbandes de manière non policière, par des mécanismes de conciliation, de réconciliation, de fréquentation, etc. De dialogue, absolument. Et donc, on essaye aussi de réfléchir à qu'est-ce que c'est que prendre en compte les quartiers populaires sans angélisme, comme vous le disiez justement. On sait qu'il y a des problèmes d'homophobie, d'agression, de violence, à l'absurde, etc. On sait aussi que ces mécanismes-là, ils ne viennent pas de nulle part, mais qui sont très souvent liés à de la violence qui est subie par économiquement ou socialement des sentiments de dépossession, des sentiments de minorisation permanente, de non-reconnaissance, qui produisent après une mise en guerre contre la société. Et ces problèmes-là qu'il faut les poser de manière structurelle. C'est en ce sens d'ailleurs qu'on peut très bien dire que lutter pour Adama Traoré, lutter pour la reconnaissance du droit de vivre légitimement comme garçon noir et arabe dans l'espace public français aujourd'hui, c'est aussi une manière de mettre en question ce qui peut faire que ces garçons deviennent agressifs et que quelque chose comme ce qui se passe à Bayonne ne se passe pas. C'est pas du tout des luttes qui s'opposent. En fait, c'est des luttes qui se complètent totalement. Tout à l'heure, vous avez parlé du 17 octobre 1961, page sombre de l'histoire de la police, avec notamment des Algériens jetés à la Seine. Il y a aussi un truc, parfois, qu'on vous reproche en tant que sociologue, c'est au fond, et vos confrères, c'est l'hyper-déterminisme, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'individu, d'individualité, ce serait qu'une communauté, au fond. Que répondez-vous à cela? C'est intéressant comme débat, parce que c'est vrai que celles et ceux qui nous regardent et qui sont peut-être français d'origine algérienne, marocaine, tunisienne, malienne, sénégalaise, pourraient se dire, bon, c'est intéressant, mais moi, je ne me retrouve pas du tout dans ces schémas.
En fait, je pense que la question sociologique de base, c'est la question de la production par la société de groupes soumis à des mécanismes de domination objectifs qui s'abattent sur eux et par lesquels ils doivent compter. Et que, de fait, ça, c'est du déterminisme au sens propre, c'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes déterminés par notre appartenance de classe, de race, de genre, etc., à éprouver un certain nombre de phénomènes de pouvoir, à être dominés ou non d'une certaine manière, et à devoir vivre avec. Et je pense qu'effectivement, en vérité, tout personne, par exemple, qui serait un Adama Traoré, qui serait un jeune garçon des quartiers populaires aujourd'hui, il est soumis au fait de se poser la question comment je m'habille quand je sors, comment je fais quand je vais à la BAC, est-ce que j'ai ma carte d'identité sur moi. Ça, Traoré le dit toujours, dans les quartiers populaires, si on n'a pas sa carte d'identité, on rentre chez soi pour la chercher pour ressortir. Moi, c'est quelque chose qui m'est évidemment jamais arrivé. Bon, ça, c'est du déterminisme social, c'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes déterminé dans vos expériences par la situation dans laquelle vous êtes jeté. Et moi, je réponds à cette objection, qui n'est pas pour moi une objection, mais qui est un acquis des sciences sociales, que oui, nous sommes déterminés par nos appartenances, et oui, nous devons lutter pour qu'elles soient le moins violentes possible. On parle d'hyperdéterminisme donc de ces jeunes-là. Comment voyez-vous la suite? Vous n'êtes pas conseiller politique, mais qu'est-ce que vous pourriez avoir comme vision, on peut dire, pour en sortir? Vous parliez tout à l'heure de dialogue, notamment. Alors moi, je pense que ce qui est très important aujourd'hui sur la question du combat antiraciste, c'est de l'affranchir d'une forme de devenir symbolique, c'est-à-dire abstrait. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le racisme ne s'exerce sur les catégories populaires que par des mécanismes précis, qui sont par exemple le contrôle d'identité, qui sont par exemple la répression des drogues, qui sont par exemple la pénalisation d'un certain nombre de comportements, l'outrage, la rébellion, et qu'on ne peut pas dire qu'on est antiraciste si on n'est pas pour défaire les mécanismes concrets qui produisent des Alors différences. justement, la question, ça m'échappait, mais elle me revient. Vous dites défaire les mécanismes. En fait, vous appelez, disons-le, à une révolution, en fait. Non, en fait, des réformes assez concrètes, assez simples. Moi, je pense que si jamais on abolit le contrôle d'identité, si on interdit à la police de pourchasser des gens qui ne sont pas menaçants, si on légalise les drogues, etc., on sauve des vies, en vérité. Et c'est pas forcément ça. Si on dissout les bacs, l'ABST, des choses comme ça. Non, je vous pose la question parce qu'on devait avoir des mécanismes de pouvoir très concrets. Et ce que je veux dire par là, c'est que dans la politique antiraciste aujourd'hui, il y a un devenir un peu abstrait. On dit on est contre le racisme, etc. Et on veut défaire des statuts. Alors, ce qui est très très bien de déboulonner des statuts. Même les multinationales voilà. aujourd'hui. Mais si jamais vous n'êtes pas pour l'abolition du contrôle d'identité, vous n'êtes pas antiraciste. En fait, parce que vous n'êtes pas pour la dissolution de mécanismes de pouvoir concrets qui produisent concrètement des mécanismes de relégation. Oui, vous dites qu'il faut des mots et des actes. On devait avoir, hélas, visiblement, on ne l'aura pas, mais Cornel West, lui, justement, appelle à s'inspirer de Martin Luther King. Il prône une révolution non violente, partage démocratique des richesses, des ressources. Je voulais lui poser la question et je voulais la poser à vous. Est-ce qu'au fond aussi, ces minorités aujourd'hui ne sont pas le prolétariat d'hier? On peut le dire comme ça ou on peut le dire autrement. On peut dire qu'on a construit une catégorie de prolétariat qui excluait ces gens. Et ça veut dire que la catégorie de prolétariat qu'on avait n'était pas intégrale, n'était pas universelle justement, mais qu'elle faisait qu'un certain nombre d'expériences étaient reléguées de la préoccupation de la gauche ou de la CGT ou du Parti communiste, qui ne les voyaient pas comme des problèmes de la classe ouvrière. Et de fait, c'est des catégories populaires, c'est des travailleurs, c'est la maman de Assa Traoré est femme de ménage, son père est mort d'un cancer du poumon à cause de l'amiante parce qu'il était ouvrier dans le bâtiment. Donc c'est des ouvriers, c'est des catégories populaires, mais dont la vie n'était pas prise en charge par le discours économiciste d'une partie de la gauche. Et effectivement, moi je pense que la question raciale et la question des violences policières, en fait, c'est pas du tout une nouvelle question qui émerge, ça met en évidence la manière dont on a construit une concept de catégorie populaire qui n'intégrait pas toutes les catégories populaires et toutes les problématiques des catégories populaires. Merci beaucoup Geoffroy de la Gannerie. Donc entretien plus long et vous n'allez pas vous en plaindre puisqu'on n'avait hélas pas Cornel West, mais on aura l'occasion d'avoir aussi le philosophe, on le disait, porte-voix aussi de la communauté afro-africaine. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.